Bien, bonjour à tous. Donc, notre table ronde est intitulée « Sommes-nous condamnés à vivre sous le seuil de pauvreté ?» Loin d'être une interrogation provocatrice, c'est tout au contraire, me semble-t-il, une question qui n'a que trop duré. En effet, créée en 1971, l'allocation aux handicapés adultes, je dis bien aux handicapés adultes, AHA, disparaissait via la loi du 30 juin 1975 au profit de l'allocation aux adultes handicapés, l'AH, mais dont le montant a été dès le départ inférieur à la précédente allocation, versée à un plus grand nombre, mais au point qu'il a fallu créer une allocation différentielle pour que les titulaires depuis 1971 de l'AHA ne soient pas pénalisés par la disparition de cette allocation au profit de l'AH. C'est donc dire que l'AH n'était déjà pas née sous les meilleurs auspices. Elle était conçue à l'époque comme une allocation un revenu de remplacement, disait-on. En réalité, c'est une allocation de subsistance, car l'AH n'a jamais atteint 80% du SMIC net, ni 90% du seuil minimum de pauvreté, y compris, je dirais, et en particulier, pour les personnes dites handicapées reconnues incapables de travailler, non pour des questions économiques, mais en raison de la lourdeur de leurs difficultés physiques, mentales, psychiques ou autres. Alors, nous allons engager cette discussion et pour cela, nous avons autour de la table un certain nombre de personnalités. Je vais les présenter de manière dans l'ordre où elles interviendront. D'abord, M. Fabrice Langlard, qui est directeur de la direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques, représentant en quelque sorte le fil continu en termes politiques et administratifs bien sûr, mais chargé d'appliquer une politique qui n'a guère varié. Et donc, nous entendrons ce qu'il a à dire sur le sujet. Ensuite, nous aurons M. Jean-Marie Burguduru, président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Pardon. Nous aurons auparavant M. Kevin Polizano, excusez-moi, ça a été mal écrit, M. Kevin Polizano, qui est, dont les recherches font autorité sur le sujet, qui est, je crois, chercheur en sciences sociales. Nous entendrons donc ensuite M. Jean-Marie Burguduru, président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, M. Christophe Denis, président du collectif Alerte. Ensuite, excusez-moi, Pascal Rib, président APF France Handicap, et ensuite, moi. Je reviendrai éventuellement. Donc, chacun aura 5 minutes pour exposer ce qu'il a à dire. Je demanderai à chacun de ne pas interrompre les intervenants précédents, mais qu'à la suite, ils pourront demander la parole, bien sûr, mais intervenir, réagir sur ce que les uns et les autres auront déclaré auparavant. Je me permettrai, le cas échéant, je dis bien le cas échéant, si c'est nécessaire, parfois de couper un intervenant pour lui demander de préciser sa pensée si j'ai le sentiment, on ne sait jamais, si j'ai le sentiment que ce qui a été dit n'est pas très clair, uniquement pour lui demander de préciser sa santé et non pas pour le contredire ou engager une polémique. Voilà. Alors, dès le départ, Monsieur Fabrice Langlard, si vous voulez bien exprimer pour 5 minutes ce que vous avez à dire sur le sujet. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous, à la fois en présence, mais également à distance, pour traiter de cette question. En tant que responsable du service statistique du ministère des Solidarités et de la Santé, j'ai prévu en l'espace de 5 minutes en fait de poser la question du point de vue de la statistique publique, c'est-à-dire de revenir en fait à ce qu'on est capable de dire en termes de description de la pauvreté des personnes handicapées et de le resituer dans le paysage global du pays. Donc la première chose peut-être à rappeler, c'est ce qu'on appelle, quand on dit sommes-nous condamnés à vivre sous le seuil de pauvreté, ça fait appel à une notion statistique qui a une part conventionnelle,
Le système statistique public, et européen d'ailleurs, définit le seuil de pauvreté comme 60% du niveau de vie médian. Donc je classe les individus de l'ensemble de la population sur une échelle de niveau de vie. Donc le niveau de vie d'une personne, c'est son revenu, mais cette personne est située au sein du ménage à laquelle elle appartient. Et donc typiquement, si vous faites partie d'un ménage à 3 personnes pour un même revenu, votre niveau de vie est évidemment inférieur parce qu'il faut tenir compte de la taille du ménage. Mais donc on classe les individus sur une échelle de niveau de vie. Le niveau de vie médian, c'est-à-dire celui qui sépare la population en deux, la moitié à plus, la moitié à moins, aujourd'hui en France c'est à peu près 1 700 € par mois. Donc c'est l'équivalent d'un revenu pour une personne seule. Simplement là on classe vraiment tous les individus. Et ce qu'on appelle le seuil de pauvreté, ce sont toutes les personnes qui ont un niveau de vie inférieur à 60% de ce niveau de vie médian. C'est-à-dire, quand vous prenez 60% de 1 700 € par mois, ça fait un petit peu plus de 1 000 € par mois. Et donc, à l'aune de cette définition, qui encore une fois peut être contestée, elle a une part conventionnelle, mais il faut s'entendre sur la façon dont on peut mesurer les choses. En France, le taux de pauvreté aujourd'hui, en population générale, c'est à peu près 14-15%. Donc il y a un peu plus de 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, entendu en ce sens-là. Alors maintenant, que peut-on dire de la population des personnes en situation de handicap ? D'abord, il faut s'entendre sur comment on va définir cette population. Et là encore, il y a plusieurs façons de le faire. L'adresse, donc la direction que je dirige, a l'habitude en général de privilégier, là encore, une définition qui consiste à aller identifier des personnes dites handicapées à travers une question qu'on leur pose dans toute une série d'enquêtes pour construire ce qu'on appelle un indicateur, je m'excuse de l'acronyme qui est anglo-saxon, qui s'appelle l'indicateur GALI, le Global Ability Limitation Indicator, qui consiste, lorsqu'une personne est enquêtée, à ce qu'elle réponde à la question « Est-ce que vous êtes fortement limité depuis plus de 6 mois pour des raisons de santé dans les actes que les gens font habituellement ?» Et selon que la personne répond « Oui, je suis très fortement limité » ou pas, du coup, ça nous permet d'isoler statistiquement des personnes que l'on va, en ce sens-là, qualifier en situation de handicap. Quand on fait ça en France, par exemple, on s'aperçoit qu'en France, il y a à peu près 9% de personnes qui sont en ce sens-là considérées comme handicapées. En fait, 6% sur l'âge adulte, disons, entre 15 et 64 ans, et 20% au-delà de 65 ans, parce qu'évidemment, il y a des personnes également en situation de dépendance, des personnes âgées qui rentrent dans la définition. Donc ça, c'est la première façon de définir les personnes handicapées. Donc à ce moment-là, si on s'intéresse à la population des personnes en situation de handicap, disons, âgées de 15 à 64 ans, et qu'on mesure leur taux de pauvreté au sens où je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire quelle est la part d'entre elles qui vivent sous le seuil de pauvreté, eh bien, ce taux de pauvreté, il est d'environ 25%. Donc là où, en population générale, une personne sur 7 environ vit sous le seuil de pauvreté, parmi la population des personnes en situation de handicap, au sens où je viens de le définir, c'est une personne sur 4, à peu près. Il y a une autre façon qu'on peut utiliser pour essayer d'approcher cette notion de taux de pauvreté, c'est précisément plutôt que d'aller chercher les personnes repérées dans les enquêtes comme je viens de l'expliquer, c'est d'aller chercher, disons, une définition en s'accrochant à un dispositif administratif. Et là, évidemment, on regarde la situation des bénéficiaires de l'AAH, dont on vient de parler en introduction. Le taux de pauvreté des bénéficiaires de l'AAH n'est pas de 25%, il est inférieur, il est, je dirais, de l'ordre de 20% aujourd'hui. Donc, si je dois répondre factuellement à la question « Sommes-nous condamnés à vivre dans la pauvreté ?», la réponse qu'apporterait un statisticien, tel que je vous l'explique, c'est non, la population n'est pas condamnée à vivre dans la pauvreté, c'est la population handicapée, parce que la grande majorité des personnes en situation de handicap vivent au-dessus du seuil de pauvreté. C'est la réponse apportée par la statistique. Deuxième point, s'agissant de l'allocation adulte handicapé. Aujourd'hui, compte tenu de sa revalorisation à un peu plus de 900 €, si je prends une situation d'une personne handicapée vivant seule, sans aucune ressource, et si j'additionne l'AAH, mais également l'aide au logement,
si elle est locataire, alors on arrive à des montants de prestations qui passent juste au-dessus du seuil de pauvreté. Et si cette personne touche également la majoration pour vie autonome, alors on est à 120% du seuil de pauvreté. Donc les barèmes actuellement pratiqués dans notre système de solidarité à l'égard des personnes handicapées, lorsqu'elles sont sans ressources pour une personne seule, leur permettent de passer au-dessus assez nettement du seuil de pauvreté tel que je l'ai défini. Est-ce à dire qu'il reste... est-ce que ça veut dire que tout va bien? Bien sûr que non. Premièrement, le barème des prestations de solidarité est extrêmement complexe parce qu'il compte évidemment l'AAH, mais lorsque la personne handicapée ne vit pas seule mais vit au sein d'une famille, il faut voir comment l'AAH interagit avec les autres prestations de solidarité. Et typiquement, une personne handicapée qui vit en couple avec un conjoint sans ressources, donc un couple sans ressources, arrive à des niveaux de revenus qui les font passer tous les deux en dessous du seuil de pauvreté, et c'est encore plus le cas s'ils ont des enfants. Cette situation, elle est liée au fait que l'allocation adulte handicapé et son articulation avec le restant du système de solidarité est de ce point de vue-là mal conçue. Deuxième point, je voudrais souligner qu'un certain nombre de personnes qui aujourd'hui, lorsqu'elles répondent aux enquêtes, qu'elles sont fortement limitées depuis plus de 6 mois pour des raisons de santé dans les actes que pratiquent les gens quotidiennement, et qui donc sont qualifiées de personnes handicapées, et lorsqu'elles sont pauvres, ne touchent pas l'AAH. Un certain nombre de ces personnes qui répondent à ces questions touchent aujourd'hui le RSA, ou l'allocation de solidarité spécifique, donc ne sont pas éligibles à l'AAH. Et donc du coup, la question pour moi de la pauvreté, si on l'aborde comme ça des personnes handicapées, concerne aujourd'hui moins le barème de l'AAH en lui-même, en tout cas pour une personne seule, que d'une part, des personnes qui, aujourd'hui, sont objectivement en situation de handicap, mais qui ne sont pas éligibles à l'AAH, ou en tout cas qui ne vont pas la chercher, et d'autre part, des personnes handicapées qui vivent en famille, mais où la famille a très peu de ressources. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Kevin, à vous. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Je voulais juste faire une petite rectification. Je ne suis pas chercheur en sciences sociales, du coup. Et donc, je n'interviens pas aujourd'hui au titre du CNRS, hein, qui est mon employeur, mais en tant que citoyen engagé, disons. Donc, effectivement, j'ai produit quelques travaux sur le fonctionnement de l'AAH pour essayer de comprendre un peu et voir comment ça s'articulait en fonction des conséquences que pouvait avoir certains modes de calcul, en particulier sur le couple. Au départ, à titre de curiosité, je l'ai pris un peu comme un objet scientifique. Et puis, au fur et à mesure, quand j'ai découvert l'impact que pouvait avoir sur les couples, c'est devenu plutôt un objet politique. Et donc, voilà, je suis à l'initiative de la cofondation du collectif Le Prix de l'amour, qui milite pour la déconjugalisation de l'AAH. Comme ça, voilà, j'annonce un petit peu d'où je parle. Comme j'imagine aussi que c'est à ce titre que vous m'avez convié pour cette table, donc vous ne m'en voudrez pas d'aborder la question de la précarité un petit peu sous cet angle-là, parce que c'est un petit peu ma marotte. C'est très bien que les thèmes étaient définis précédemment par le précédent interlocuteur pour définir ce que c'est que le seuil de pauvreté, qui est effectivement quelque chose qui est calculé de façon relative. Mais il y a quelque chose qui, je crois, n'a pas été dit, et c'est peut-être là où la statistique en manque d'une approche aussi qualitative, c'est que l'adulte handicapé échappe à la pauvreté en ce sens-là, mais l'indicateur de pauvreté ne tient pas compte des besoins spécifiques des personnes handicapées. En particulier, on va pouvoir en reparler des restes à charge qui sont assez nombreux. Donc, en particulier, par rapport au fonctionnement de l'AAH, dans le cadre d'un couple, donc pas marié, pas pacsé, un simple couple en concubinage, comme vous le savez probablement, à partir d'un certain revenu du conjoint, à partir de 1000 et quelques euros, l'âge du bénéficiaire commence à décroître jusqu'à s'annuler autour de 2200 et quelques euros. Donc, il y a une situation de dépendance qui est créée du bénéficiaire vis-à-vis de son conjoint et qui, donc, au-delà de tous les problèmes d'autonomie et de privation de liberté dans le cadre du couple que ça engendre, il y a aussi de par l'absence ou la faiblesse de revenus qui sont propres, une situation de précarité et de pauvreté personnelle qui va entraver
l'autonomie qu'on appelle de nos voeux généralement. Et donc, si vous me le permettez, je vous réillustrerai à chaque fois quelques-uns de ces des points avec des témoignages que nous avons recueillis, parce que l'objectif donc, de notre collectif était un peu sous la forme des cahiers de doléances, si vous voulez, de recueillir la situation concrète des personnes qui vivent dans cette situation de dépendance. Donc, une personne dit « Mes ressources subissent une perte de 422 € depuis le nouveau calcul de la hache. Je me retrouve dans une situation financière très compliquée. Sans compter mon budget alimentation et les à côté de la vie, il me reste environ 30 € par mois pour vivre, avec la dégression de l'allocation. Si j'avais habité chez mes parents, j'aurais perçu la hache à taux plein, car leurs ressources ne sont pas prises en compte. Cette situation risque de fragiliser ma vie de couple. Je constate que je suis condamné à vivre avec le minimum, d'être en permanence dépendant de ma compagne. Et quand le salaire de mon ami augmentera encore, cela entraînera une baisse de mes ressources. Elle se sent aussi freinée dans son travail par peur que je perde mon AH complètement et devoir assumer seule notre vie financière à deux. Ma compagne se refuse toute évolution de carrière et indépendamment de ma volonté, cette situation précaire risque de m'isoler socialement petit à petit. D'un point de vue fiscal, ma compagne et moi sommes également tous les deux pénalisés. Nous ne sommes ni mariés ni pacsés et pour autant, nous pouvons faire une déclaration commune. Mon amie assume déjà la baisse de mes revenus et elle doit malgré tout payer ses impôts comme si elle vivait seule. Et donc, ces bénéficiaires, en plus, renoncent la plupart du temps à un certain nombre de biens et de services, même quand ils concernent directement leur bien-être, par exemple pour des soins qui sont non remboursés par la sécurité sociale. Un autre commentaire, par exemple, j'ai eu la surprise de constater qu'au lieu de 600 € mensuels, mon allocation était tombée à 664 €, et tout ceci sans aucun courrier préalable pour m'en avertir. Je ne pouvais plus payer ma part de course, mes factures, les médicaments non remboursés, entre autres ceux pour mes yeux touchés par ma pathologie, et pourtant une partie du traitement n'est pas remboursée. Du coup, je vais faire des choix pour ne pas dépendre entièrement de mon ami et parfois au détriment de ma santé. Depuis que nous sommes ensemble, ça a toujours été compliqué. Mon mari doit gérer ses heures pour ne pas avoir un salaire trop élevé, pour ne pas me pénaliser. Donc, il y a un risque de pauvreté sur les couples qui aussi affecte les enfants. Ça peut entraîner, par exemple, des renoncements familiaux, renoncer aux vacances, réduire le chauffage, etc. Et ceux qui travaillent, par exemple, pour des emplois partiels, vont subir des discriminations en matière de rémunération, par exemple, et ou avoir un niveau d'études moindre, en général statistiquement. Et voilà, un autre témoignage dans ce sens, ma moitié vient de refuser une promotion car elle n'est plus motivée à travailler davantage pour voir notre pouvoir d'achat stagner, et son mari devenir de plus en plus dépendant. Nous venons de passer l'hiver dans une maison à 14-15 degrés pour tenir le budget dans le vert, et j'ai, malgré mon handicap, dû résilier la mutuelle. À 33 ans, notre vie est faite de précarité, de bouts de ficelle et de découverts, alors que mon épouse travaille 40 heures par semaine et que moi, je m'efforce de gagner quelques sous en écrivant et en traduisant des textes littéraires. Notre couple est solide, mais cette question crée inévitablement de plus en plus de tensions. Et ça amène en fait de plus en plus de couples à renoncer complètement à une vie de couple afin de ne pas être une charge financière pour leur conjoint. Et d'ailleurs, le taux de célibat des personnes handicapées est supérieur à celui de la population ordinaire. Donc, encore une fois, d'autres conséquences sur les enfants. Par exemple, quand elles se trouvent dans une nouvelle union, quand le parent se met avec quelqu'un d'autre, il y a une dépendance au nouveau conjoint du bénéficiaire de l'AH et envers donc le conjoint qui n'est pas le parent au départ, qui n'a pas d'obligation alimentaire, disons, au départ vis-à-vis de cet enfant, ce qui peut amener un certain nombre de parents isolés, en particulier de mères isolées, à renoncer à la vie amoureuse afin de préserver leurs enfants. Parce que le conjoint devrait subvenir à vraiment tous les achats, ce qui serait aussi un peu compliqué parfois. Et on sait que cette situation d'isolement, elle majeure en plus le risque de pauvreté. Voilà, je terminerai par mentionner donc, les frais inhérents au handicap qui sont considérablement plus grands et qui augmentent le coût de la vie, d'autant plus que le complément de ressources a été supprimé. Il y a récemment, il y a quelques jours, une étude dans The Journal of Disability Policy Studies aux États-Unis qui a montré que en moyenne, il y a 23% de revenus supplémentaires dédiés aux dépenses supplémentaires pour le handicap des personnes handicapées. Et ce n'est pas seulement valable aux États-Unis, on pourrait penser qu'il y a un régime plus libéral, etc. Chez nous aussi, l'Observatoire des inégalités a publié en octobre 2017 un rapport qui dit que la moitié des personnes dont le handicap est reconnu administrativement ont un niveau de vie mensuel inférieur de quasiment 200 € à celui des personnes n'ayant pas de handicap. Et plus le handicap est sévère, plus l'écart se creuse, alors même jusqu'à 500 €. Donc voilà, cette dichotomie du coup AH-PCH, pour terminer, après je m'arrête là, est loin de couvrir, la PCH est loin de couvrir l'intégralité des besoins. Et d'ailleurs,
la défenseure des droits a souligné que les droits accordés par les maisons départementales avaient tendance aussi à diminuer, en nombre d'heures notamment, ce qui fait que ces reports des restes à charge sur la PSH vont rogner elle-même l'AH. Donc voilà, tout ceci ne rentre peut-être pas dans le cadre du seuil de pauvreté. Il faut une analyse un peu plus globale, je dirais. Mais quand on voit par exemple qu'il y a des témoignages comme celui-ci, malgré le coût des fauteuils roulants, malgré le coût d'une voiture qui nous est indispensable, le coût des articles de puériculture, le coût des vacances adaptées, si tant est que nous aurions les moyens de partir en vacances, et même le coût du Viagra qui n'est pas pris en charge, faire simplement l'amour, comme tout couple amoureux, nous coûte cher. Il y a des choses voilà, qui passent peut-être sous les radars, et donc c'est aussi pour ça que je suis ravi de pouvoir en discuter aujourd'hui avec vous. Voilà, je m'arrête là. J'espère que je n'ai pas été trop long, je n'ai pas vu la montre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Non, mais je ne cherche pas à couper à 5 minutes. C'est trop important ce que vous avez les uns et les autres à dire. C'est très clair pour les deux interventions déjà. Je voudrais donc passer la parole à M. Jean-Marie Burgues-Duru, président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Merci. Je suis très content de passer en définitive en troisième position après M. Kevin Solisano parce que, en réalité, nous avons entendu d'abord la sécheresse des chiffres et des statistiques. Je n'en fais pas le reproche à M. Langlard, c'est son métier, il le fait très bien. Mais après cela, la vérité de la vie, la chair autour des chiffres, les difficultés, les situations, les problèmes financiers, les problèmes matériels. Et moi, je viens vous parler d'un troisième angle de vue, qui est celui du droit, celui de la protection des personnes, celui de la lutte contre les discriminations. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, que j'ai l'honneur de présider, s'intéresse donc à l'ensemble des discriminations, le racisme, l'antisémitisme, mais aussi les discriminations qui tiennent à ces situations de handicap. Or, que voit-on? Monsieur Assante nous l'a dit dès le début, l'AHA, en 71, il y a juste 50 ans, remplacé par l'AAH, et aussitôt une diminution du nombre des attributaires, ou du moins, une diminution du montant parce qu'un plus grand nombre d'attributaires. Donc on voyait bien que dès le début, la situation était faussée. C'est ce qui ne peut perdurer. La France ne le peut pas, non seulement parce qu'elle est la France, et malgré les difficultés qu'elle traverse, mais aussi parce que nous sommes dans un contexte international. La France a signé des engagements internationaux qui nous obligent à être plus raisonnable qu'elle n'est actuellement. Dire que l'allocation, dans son état actuel, avec son montant, avec le problème de sa diminution puis de sa suppression en cas d'augmentation des moyens financiers du conjoint, qu'il soit de facto ou de jure, qu'il soit un simple partenaire ou pacsé ou marié, cela est contraire à nos engagements internationaux. Alors on peut dire, ces engagements, on ne peut pas les tenir. Écoutez, que la France ne soit pas l'Australie, si je veux faire un exemple pour rester dans l'actualité. Il faut respecter nos engagements. Or, ces engagements nous demandent, pour être en conformité avec eux, de venir à la déconjugalisation de l'AAH. Bien sûr, cela ne suffira pas. Et ce n'est pas parce que cela ne suffit pas qu'il ne faut pas le faire. C'est un premier pas. C'est un pas sur l'autonomie. Les personnes en situation de handicap ne sont pas moins handicapées si elles sont en couple, même si elles ont une certaine aide matérielle et une aide financière. Elles restent avec le problème qui leur est propre. Et ce problème, l'État a pris des engagements pour, sinon le régler, du moins en atténuer les effets, en atténuer la gravité, essayer de faire supporter par la collectivité nationale, dans la solidarité, la fraternité qui est celle de notre devise nationale, les efforts que nous devons faire. Par conséquent, s'arrêter derrière une question statistique,
c'est voir le problème du mauvais côté. Or, déjà, les personnes en situation de handicap ne voient trop souvent que le mauvais côté. Il est donc impératif d'aller au-delà. Lorsque la CNCDH se préoccupe de la question, elle rend des avis qui sont publiés au journal officiel, qui ne s'imposent pas au pouvoir public, mais avec lesquels les pouvoirs publics doivent pouvoir compter, que ce soit le gouvernement, que ce soit le Parlement. Nos interlocuteurs sont aussi l'Assemblée nationale et le Sénat. Eh bien, je vous annonce ici que jeudi 30 septembre prochain, dans une semaine quasiment, la CNCDH va voter un avis dont j'ai le projet sous les yeux et qui demandera fortement la déconjugalisation de l'AAH. Et bien sûr, c'est un avis assez long qui fait quasiment une vingtaine de pages, mais cet avis est assorti de 4 recommandations. Je vais terminer mon propos avec ces 4 recommandations. La première, la CNCDH appelle à déconjugaliser l'allocation adulte handicapé au plus vite pour se mettre en conformité avec les engagements internationaux de la France en matière de droits fondamentaux des personnes handicapées. Nous parlons de droits fondamentaux, en particulier les droits à la dignité, à l'autonomie, à la liberté de faire ses propres choix. Vous savez, pour éviter le dilemme entre le problème financier et le problème affectif. Et également à la protection et à l'aide de l'État. Deuxième recommandation, parce qu'il faut être concret. Il ne suffit pas de dire qu'il faut déconjugaliser. Il faut aussi voir comment on va le faire. Deuxième recommandation, la CNCDH propose que la réflexion sur le financement de la déconjugalisation de l'AAH, éventuellement d'autres mesures concernant cette allocation, afin qu'elle remplisse pleinement son objectif d'autonomie, soit intégrée aux réflexions en cours sur les branches de la sécurité sociale. On sait qu'il y a un débat actuellement, eh bien, il ne faut pas laisser la situation de l'AAH de côté. Il faut faire un paquet pour traiter tout cela ensemble. Troisième recommandation, la CNCDH, et c'est son rôle, appelle les pouvoirs publics à relever le niveau de l'AAH, facteur essentiel d'émancipation et d'épanouissement pour les personnes handicapées. Nous avons vu que ce niveau, malgré tout, reste insuffisant, même si on fait le calcul avec le niveau médian, le revenu médian français, le taux de pauvreté. Malgré tout, pratiquement, sur le terrain, c'est insuffisant. Et quatrième recommandation, la CNCDH recommande que l'AAH ne soit plus considérée, c'est essentiel, comme un simple filet de sécurité, mais comme un véritable revenu de remplacement non contributif, assurant pleinement son objectif d'autonomie financière. Vous voyez que nous demandons beaucoup de choses, mais ces demandes ne sont pas déraisonnables. À une époque où les pouvoirs publics sont encore à hésiter sur le « quoi qu'il en coûte » ou sur « il faut faire le nécessaire », pour les personnes en situation de handicap, qui sont nombreuses, pour leur famille, pour leur environnement, pour leur épanouissement, il est tout à fait nécessaire d'entrer dans le chemin que demande avec force la CNCDH. J'ai volontairement limité mon propos pour participer au débat qui peut suivre. Merci. Merci beaucoup pour la clarté de votre propos et de vos propositions qui vont certainement faire plaisir à un grand nombre de personnes dites handicapées qui subissent cette situation depuis très longtemps. Je vais passer la parole maintenant à M. Christophe Devis, président du collectif Alerte. S'il est en ligne. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes et tous. On vous entend. D'accord. Écoutez, tout d'abord, un très grand merci de m'avoir invité à participer à ces travaux et puis un grand merci également aux différents intervenants qui, sous des angles très très différents, ont tenu des discours tout à fait passionnants. Moi, je vais prendre un nouvel angle qui est un peu différent et qui correspond à au sens même du collectif Alerte qui, comme vous le savez, regroupe, on va dire, la grande majorité des associations de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, y compris des associations, et ce n'est pas un hasard, des associations
de personnes en situation de handicap et en particulier l'APF. Mais j'allais dire pas que, c'est une vision très large de la pauvreté et je voudrais avoir un regard un peu historique pour vous dire que, en gros, entre 1945, je remonte à loin, je suis désolé, entre 1945 et le début des années 2000, la pauvreté en France n'a cessé de reculer. Pas simplement celle des personnes handicapées, mais j'imagine aussi, mais de façon générale, elle n'a cessé de reculer. Et elle a beaucoup reculé, particulièrement entre 1970 et 2003, excusez-moi. En 1970, le taux de pauvreté était encore, tel que nous l'a présenté Fabrice Lenglart, était encore de 18%, et il est tombé à 12,5% en 2003. Donc, une période de forte baisse du taux de pauvreté. Comment expliquer ce phénomène? Alors, bien sûr, il y a la dynamique de la libération, la dynamique des 30 glorieuses, etc. Mais il y avait aussi, et je le dis, je le dis à dessein, il y avait aussi une approche très, très collective, très empreinte de consensus chez les politiques, mais pas que chez les politiques, de considérer qu'il fallait absolument éradiquer la pauvreté en France. L'éradication de la pauvreté était pour tous un impératif de solidarité, un objectif majeur de politique publique, au même titre que la justice, la culture, l'éducation, la sécurité, etc. C'était unanime, porté aussi bien par des gouvernements de droite et de gauche. Et ce qui est intéressant dans ce que je décrivais sur les années 70, 80, 90, c'est qu'il y a eu deux grandes périodes de baisse de la pauvreté. La période des années 70, avec un gouvernement de droite, comme vous le savez, notamment celui de Giscard d'Estaing, et puis la période, on va dire, entre 1995 et 2003-2004, marquée notamment par le quinquennat, on va dire, de Lionel Jospin, donc un gouvernement de gauche. Donc c'est vraiment une sorte d'unanimité qui est pour éradiquer la pauvreté, avec des visions aussi très, très consensuelles. On a changé à cette époque la vision des personnes pauvres. Avant, jusqu'ici, les personnes pauvres, elles étaient pauvres parce qu'elles le voulaient bien, parce qu'elles ne faisaient pas les efforts nécessaires, parce qu'elles ne s'intégraient pas à la société, etc., etc. C'était une vision très caritative de la pauvreté, et caritative au mauvais sens du terme. Dans ces années-là, dans les années 50, 60, 70, etc., on a au contraire une vision héritée, on va dire, un peu du Conseil national de la résistance, et illustrée par l'action et la parole de l'abbé Pierre, de Joseph Brzezinski, etc., qui consiste à partir, au contraire, du point de vue de ceux qui vivent la pauvreté et qui, bien souvent, on le sait tous aujourd'hui, bien souvent, s'ils vivent la pauvreté, ce n'est pas parce qu'ils le veulent, c'est parce qu'il y a des mécanismes économiques qui les amènent à ne pas pouvoir travailler, des mécanismes sociaux qui les amènent à ne pas pouvoir avoir des revenus suffisants. Et puis, c'est une approche en termes de droit. Et je rebondis par rapport à ce que disait Maître Guburu tout à l'heure. Cette approche, héritée du Conseil national de la résistance, elle est là pour donner des droits aux personnes qui leur permettent petit à petit de sortir de la pauvreté. Alors, je me suis arrêté en 2003-2004. C'est le moment où le taux de pauvreté était de l'ordre de 12,5, 13%. Et puis, comme l'a dit Fabrice Lenglart, aujourd'hui, on est à 15%. En réalité, on a stoppé la baisse de la pauvreté. Une baisse historique depuis 1945, et elle est restée à ce niveau, 13, 14%, etc. Voilà. Et on peut s'interroger, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus personne ne considère l'éradication de la pauvreté comme un objectif de politique publique qu'il faut absolument prendre en compte. Il faut absolument reprendre ce chemin de la baisse de la pauvreté. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ça fait maintenant presque 20 ans qu'on s'habitue
à ce taux de pauvreté entre 13 et 15%, 25% pour les personnes en situation de handicap, ce qui est encore plus choquant. Comment est-ce qu'on peut s'habituer à ça? Parce que, comme M. Policiano l'a dit très bien, être en dessous du seuil de pauvreté, c'est véritablement, et même quand on est un peu en dessus du seuil de pauvreté, c'est vivre dans des conditions qui sont totalement indignes. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à convaincre les politiques qu'il faut absolument se ressaisir de cette question. Il faut absolument remobiliser toute la société pour que la baisse du taux de pauvreté soit un impératif qui s'impose à tous, comme l'augmentation. On a vu l'augmentation en matière d'éducation, l'augmentation considérable des personnes des jeunes qui vont au bout d'études, d'abord au collège, puis lycée, puis d'études supérieures. C'est quelque chose qui a été accepté sans que personne ne se pose de questions. Aujourd'hui, il faut que, sans que personne ne se pose de questions, on retrouve le chemin de la baisse de la pauvreté. Et je reviens, et je vais finir par là, sur cette question de la déconjugalisation. J'avoue que, avant d'être à l'alerte, je n'avais pas ressenti à quel point cette question de la conjugalisation de l'AAH était un problème, et plus qu'un problème, elle est scandaleuse en réalité. Parce que je ne sais plus qui en parlait, mais quand on a à faire des choix entre l'amour et la volonté d'être en couple et le fait de voir ses ressources, son AH baisser, voire être supprimé, c'est extrêmement choquant. C'est extrêmement choquant. Et je pense que c'est quelque chose qui est relativement peu connu. Et j'avoue que j'ai été très choqué de voir les conditions dans lesquelles la proposition de déconjugalisation a été rejetée, a été écartée. Alors, elle n'est pas définitivement rejetée, mais elle a été écartée jusque-là. Honnêtement, je ne vais pas dire, je crois que ça coûte 500-600 millions. C'est pas neutre, hein, on ne va pas se voiler la face. C'est pas neutre comme décision. C'est une décision relativement coûteuse, mais relativement simplement. Quand on voit ce qu'elle change, la portée sociale que ça représente en termes de droit, mais également en termes de principe. Hein, Jean-Marie Burgu-Buru le disait très clairement, c'est quelque chose qui est inacceptable, qui ne devrait pas exister dans notre socle de protection sociale. Voilà, il y avait vraiment une opportunité à la fois de cesser cette sorte de scandale social et à la fois de trouver un nouveau consensus sur une avancée des droits. Et je trouve ça honnêtement extrêmement regrettable que, pour des raisons que je ne connais pas, qui sont peut-être d'origine financière, mais on voit quand même qu'on sait prendre des mesures coûteuses. Voilà, on a raté cette occasion. Je trouve ça vraiment extrêmement dommage. Et j'espère que sur ce sujet, comme sur les autres, on reprendra le chemin de la baisse de la pauvreté, mais vécue de façon consensuelle par la société française. Voilà, je vous remercie. J'ai peut-être été un peu long, j'en suis désolé. Non, ne soyez pas désolé. Il est important que chacun puisse dire ce qu'il a à dire. Ça dépasse les 5 minutes. C'est vraiment pas un problème. Je retiens que ça fait 3 interventions, non des moindres, hein, tous les 3, où vous intervenez sur la question de la déconjugalisation de l'AAH. Ça prouve qu'au-delà du simple cercle un peu fermé des personnes dites handicapées, on voit que c'est quelque chose qui a profondément touché la population et les personnes qui ont des responsabilités, qui réfléchissent, qui sont des acteurs importants de la public. Je retiens dans votre dernière intervention, Christophe, le fait que vous appeliez les politiques, quels qu'ils soient, à finalement intégrer dans leur programme la reprise de la lutte contre la pauvreté, puisqu'elle est restée en panne depuis un certain temps. Je pense que ça fera plaisir aux oreilles de beaucoup de personnes, pas forcément les politiques, mais les citoyens, c'est évident. Je voudrais passer maintenant la parole à Pascal Ribes. Merci Vincent. Bonjour à toutes et tous.
beaucoup de choses ont été dites et je voudrais quand même rappeler les grands axes qui ont été donnés, puisque effectivement M. Langlard a parlé des chiffres, je ne conteste pas. 20% de personnes en situation de handicap sont quand même sous le seuil de pauvreté, contre 13% en population générale. On voit bien que les personnes en situation de handicap sont donc surexposées, mais elles sont aussi surreprésentées, j'ai envie de dire, parmi les chômeurs. C'est-à-dire qu'elles sont aussi 2 fois plus nombreuses, les personnes en situation de handicap qui pourraient travailler, au chômage. C'est compliqué de trouver un travail qui leur permette de vivre. Puis on a entendu parler de situations concrètes, c'est très, très parlant et il n'y a pas besoin d'y revenir. Monsieur Burgu-Buru a mis un exergue formidablement bien l'approche par les droits, qui n'est pas l'aumône sociale qu'on nous sert aujourd'hui, parce que les droits ne sont pas négociables. Et cette approche qui dicte la déconjugalisation. Monsieur Devis nous a aussi rappelé le Conseil national de la résistance, le projet, l'approche par les droits, la nécessité d'éradiquer la pauvreté. Et ça passera forcément par le fait de s'occuper de la population de personnes en situation de handicap, puisqu'on est quand même au niveau mondial, on représente 15% de la population au niveau mondial. Si on n'agit pas sur la pauvreté des personnes en situation de handicap, on n'arrivera jamais à atteindre l'objectif numéro 1 de l'objectif de développement durable que les États doivent aussi accomplir. Donc on a là aussi notre engagement international. Et moi j'ai envie de vous parler, après tout ça, finalement de l'engagement associatif. L'engagement associatif, il est né depuis 1975 finalement, parce que la question des ressources des personnes en situation de handicap, c'est une problématique qui vraiment nous mobilise depuis très longtemps, APF France Handicap en tout cas, et particulièrement évidemment cette question de la possibilité d'une autonomie financière, et la possibilité de vivre dignement, et la possibilité de ne pas dépendre des moyens de subsistance qui sont donnés par le conjoint, et de ne pas dépendre des ressources du conjoint. En 2007, le mouvement associatif, APF France Handicap notamment, nous avons créé un mouvement avec plusieurs organisations, ni pauvres ni soumis, qui déjà demandait la création d'un revenu d'existence selon une logique de revenu de remplacement. Voilà. En 2016, on a eu la mission CIRUG, où on a là aussi porté la déconnexion des ressources du conjoint et la demande d'un revenu d'existence décent. En 2019, M. Langlard, je crois que vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous étions dans le cadre de la concertation du RUA et nous avions des opinions très divergentes sur le sujet et nous avons obtenu de la part du président de la République d'exclure l'AAH du périmètre du RUA. Et nous avons là aussi appelé à la création d'un revenu individuel d'existence spécifique pour toutes les personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies invalidantes, ne pouvant pas durablement ou définitivement travailler. Et donc un revenu conçu comme une prestation de sécurité sociale, revenu de remplacement, prestation de sécurité sociale non contributive. Et le président de la République lui-même, lors de la dernière conférence nationale du handicap, a acté, dans des mots très forts, que l'AAH n'avait rien à voir et devait sortir, n'était pas concerné par le RUA. Et il nous a encouragés, au-delà du fait qu'il a sorti l'AAH du périmètre de la réforme relative au revenu universel d'activité, il a encouragé à aller vers une allocation digne, en indiquant qu'il ne fallait pas s'y tromper, que les personnes en situation de handicap vivaient toujours sous le seuil de pauvreté et qu'il fallait aller continuer à aller vers une allocation digne. Ensuite, on a eu cette proposition parlementaire de loi en 2021 où là encore notre association s'est fortement mobilisée pour promouvoir la déconjugalisation de l'AAH.
Récemment, vous en avez entendu parler, nous sommes mobilisés, c'était le 16 septembre dernier, plus de 3000 personnes en France, dans toutes les régions. Il y avait des rassemblements partout en France, avec donc là aussi de nombreux témoignages de situations concrètes de vie, avec une lettre ouverte qui a été adressée au président de la République, donc pour demander la déconjugalisation. Et à la question qui est posée par cette table ronde, qui est de dire les personnes en situation de handicap sont-elles condamnées à vivre sous le seuil de pauvreté? Eh bien, moi, je réponds oui. Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap sont condamnées à vivre sous le seuil de pauvreté et elles resteront condamnées à vivre sous le seuil de pauvreté tant qu'on n'aura pas changé ce système. Parce que comment dire, on n'est pas dans une logique de revenu de remplacement, mais dans une logique finalement, avec la hache, mais dans une logique de filet de sécurité. Ça n'est pas du tout la même chose. Et du coup, je trouve que la question qui est posée à l'occasion de cette table ronde, elle nous amène à nous interroger également sur les conditions finalement qui permettraient aux personnes en situation de handicap de pouvoir vivre dignement, en particulier évidemment celles qui ne peuvent pas de manière substantielle et durable avoir des revenus liés à un travail, à une activité professionnelle, et donc n'ont droit à rien aujourd'hui, si ce n'est qu'à l'AAH, et encore, parce que vous pouvez, on l'a vu, avoir droit à l'AAH, et puis parce que vous avez un conjoint, le droit il est ouvert, mais l'AAH ne sera pas liquidée. Donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais les personnes en situation de handicap savent très bien de quoi je parle. Je pense qu'il y a un vrai sujet global, et que des assises sur les ressources telles qu'elles avaient été annoncées par le président du CNCPH, Jérémy Beauroy, il y a maintenant déjà quelques temps, seraient vraiment bienvenues justement pour nous permettre d'appréhender les situations de pauvreté dont parlait Monsieur Langlard tout à l'heure, les personnes en situation les situations de pauvreté vécues par les personnes en situation de handicap, à travers notamment, pas seulement, je trouve que pour moi, le seuil de pauvreté est un indicateur qui ne convient pas pour la mesurer. Et il faudrait mesurer cette pauvreté à partir de la notion de pauvreté en conditions de vie. Et l'adresse elle-même, la pauvreté en conditions de vie, c'est-à-dire donc un certain nombre de renoncements à un certain type de biens ou pour des raisons financières. Et l'adresse, elle-même a eu une étude très récente sur le sujet, et qui est très éclairante, puisqu'elle montre que près de 3 personnes en situation de handicap sur 10 sont pauvres en conditions de vie, 3 sur 10 contre 1 sur 10 pour l'ensemble de la population générale. Donc on voit bien qu'il y a quand même un sujet, personnes en situation de handicap et pauvreté. Et pour revenir sur la problématique des ressources des personnes en situation de handicap, c'est vrai que ces derniers jours, le débat il s'est vraiment cristallisé, ces dernières années, autour du statut de la hache, justement, en tant que minimum social. Le débat sur la création du RUA a réinterrogé le statut de minimum social de la hache. Le débat qui a eu lieu et qui est en cours autour de la PPL déconjugalisation interroge une fois de plus, le statut de la hache comme minima social à travers la question de son individualisation et de l'indépendance financière du bénéficiaire qui est placé évidemment aujourd'hui sous la tutelle de son conjoint. Donc sur ces enjeux autour de l'évolution de la hache, il me semble que nous devrions justement avoir vraiment résolument une vision prospective et s'interroger sur les fondements de la protection sociale pour revenir à l'approche par les droits fondamentaux, réinterroger les fondements de notre protection sociale qui est aujourd'hui construite de manière binaire entre ce qui relève de l'assurance sociale avec d'un côté des droits contributifs et qui peuvent permettre d'avoir accès à un revenu de remplacement et ce qui relève malheureusement de manière palliative et subsidiaire de la solidarité nationale et du coup donc la logique des minima sociaux qui ne convient pas évidemment aux personnes en situation de handicap.
Et c'est d'ailleurs voilà, ce que proposait d'explorer le sénateur Mouillet dans son rapport en février dernier, dans le cadre de la première lecture au Sénat de la PPL sur la déconjugalisation. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on poursuive ça, le débat au Sénat, et qu'on poursuive aussi dans les assises. Qu'on m'entende, oui. Hein, elle ne m'entend pas sur la place. Oui. Allô? J'ai terminé. Céline me fait signe que j'ai dépassé largement le temps. Donc, des assises pourraient nous permettre de poursuivre, en tout cas, les réflexions et d'engager des travaux structurels et approfondis pour appréhender différents sujets. Oui, alors excusez-nous, mais on nous demande... C'est un sujet ample. En fait, il faudrait prévoir beaucoup plus de temps, évidemment. Oui, donc, que chacun des intervenants me pardonne devant cette contrainte. Hein. Je rebondis sur ce qu'a dit Pascal en ce qui concerne les assises, puisque cette table ronde est en quelque sorte le début des assises que nous allons lancer sur les ressources. Je voudrais simplement dire que si l'on considère que le SMIC est le minimum décent pour vivre, conçu par l'État et les partenaires sociaux. Depuis toujours, on voit mal pourquoi des personnes dites handicapées, reconnues réellement incapables de travailler, non pour des raisons économiques, mais pour des raisons psychiques, mentales, ne pourraient pas bénéficier d'un minimum égal au SMIC, qui lui-même d'ailleurs, tout le monde en convient, a besoin d'être augmenté. Alors en rester à la hache, voire la hache avec quelques fractions complémentaires de l'allocation logement, on voit bien que ça n'est pas digne du niveau où nous sommes 50 ans après le vote de la loi de 1975 et ne permet pas d'être en conformité avec nos engagements internationaux. Ça a été dit suffisamment clairement, je n'y reviens pas. Je remercie donc tous les participants et je prie la table ronde suivante de nous excuser pour le retard qu'on lui fait prendre. Merci beaucoup. En tout état de cause, nous serons amenés à retravailler ensemble, M. Langlard, M. Burgul-Duru, M. Devise, Kevin, bien sûr, et Pascal, parce qu'il va nous falloir approfondir de manière très précise l'ensemble de ces questions dès lors qu'on commence à toucher aux conditions de cumul, de non-cumul, de surajout, d'autres allocations par rapport à la hache qui est l'allocation centrale que touchent les personnes. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.